Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour une nouvelle vidéo, mais plus un format podcast, comme j'ai pu le faire sur ma deuxième chaîne. Et je dois dire que ça fait un petit moment que j'avais pas pris mon micro, et parfois je me dis que je devrais le prendre plus souvent pour faire des messages audio, plutôt que des messages écrits sur les réseaux sociaux, afin d'exprimer ma pensée de manière claire et concise. Car les messages écrits sont souvent mal compris, et aujourd'hui, je vais le faire au sujet d'une publication que j'ai postée il y a quelques jours concernant le clash Kendrick Lamar versus Drake. Alors je vais vous relire cette publication. Réduire le clash entre Kendrick Lamar et Drake à un conflit raciste entre noirs américains et noirs non américains qui les dominerait dans leur business, démontre une incompréhension totale de la culture afro-américaine. Certains noirs passent leur temps à infantiliser les afro-américains en leur conseillant de mieux connaître leurs racines. Et là, je parlais de Burna Boy. Mais les afro-américains connaissent surtout leur passé, leurs souffrances et le prix payé par leurs ancêtres pour chaque espace qu'ils occupent aujourd'hui. Leur rap et leur culture, lorsqu'on les imite sans en comprendre la profondeur, on manque d'authenticité. Not like us. Que ça soit les artistes noirs d'ailleurs, ou ceux qui ont migré aux États-Unis, si aujourd'hui ils peuvent faire de la musique ou jouer dans des films, ils le doivent majoritairement au sacrifice des Afro-Américains, et s'ils considèrent être au même niveau d'héritage qu'eux, ils avaient qu'à être présents dans les années 30 quand ces Afro-Américains étaient pendus à des arbres. En France, les Noirs se font insulter quotidiennement, mais certains trouvent tout de même le moyen de vouloir donner des leçons aux Afro-Américains. Alors à travers cette publication, je voulais juste démontrer le côté hypocrite qu'ont certains à utiliser cette histoire de clash entre Drake et Kendrick Lamar pour relancer ce vieux débat sur les Afro-Américains et leur rapport aux Noirs qui viennent d'ailleurs. En gros, en vérité, c'était un coup de gueule. Donc moi, parce que en fait, je constate depuis des années la passivité de beaucoup de Noirs en France face aux discriminations et aux discours négrophobes. Et quand je vois des chroniqueurs français émettre des critiques sur l'unité des Afro-Américains avec d'autres Noirs, tout en sachant qu'ils ne l'ouvrent jamais pour ce qui se passe en France, bah ça m'a forcément titillé. Et j'étais obligé de faire passer un message. Donc en vérité, c'est pas une attaque personnelle. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'argumentaire, excusez-moi, d'un chroniqueur sur YouTube, sans le citer, car mon objectif n'était pas de l'attaquer. Mais il a dû se sentir visé, et je vois qu'il n'a pas dû apprécier mon intervention, puisqu'il m'a unfollow, hein, comme on dit. Il s'est désabonné dans la foulée de mon compte sur la plateforme X, Marcus Dia TV, anciennement appelé Twitter, car il faut croire que le premier combat de ces youtubeurs ou de ces influenceurs, c'est juste d'être populaire. Mais bon, moi j'en ai rien à cirer, peu importe, hein, je suis pas sur les réseaux pour me faire des amis. Et donc le sujet, pour moi, il méritait d'être approfondi. Car je peux comprendre que les mecs, ils sont dans leur délire gossip, pour un public majoritairement féminin, et ils le font très très bien. Mais gros respect à eux. Mais à un moment, il y a certains sujets qui nécessitent d'être pris plus au sérieux, et surtout quand on s'intéresse à la culture rap US, la culture hip-hop, tu l'appelles comme tu veux, mais en gros, quand on s'intéresse à la culture afro-américaine, puisqu'en vérité, toutes ces cultures, c'est la culture afro-américaine, on peut pas juste balancer que dans le clash Kendrick Lamar versus Drake, il en ressort que les Afro-Américains n'aiment pas être dépassés par des Noirs de l'extérieur, surtout quand ça concerne leur business. Donc moi, personnellement, je connais cette culture. Et il y a des paramètres à prendre en considération. Et ce n'est pas juste une simple culture, c'est une façon de penser, une façon d'agir, c'est limite une idéologie. À travers ce podcast, et si on peut appeler ça comme ça, je veux qu'on pousse un peu plus la réflexion, comme j'ai pu le faire avec ma vidéo sur l'affaire Didi. Comme je l'ai déjà dit, quitte à créer du contenu, essayons de ne pas suivre les lignes éditorialistes des médias mainstream, même si c'est plus vendeur, car ça fait plus de clics. On va donc balayer cette histoire de rivalité entre deux rappeurs qui se résumerait à une soi-disant xénophobie des Afro-Américains, comme certains peuvent le sous-entendre, alors qu'il y a des points qui méritent beaucoup plus d'attention et une grille de lecture bien plus poussée. Vous savez, la plupart du temps, dans un vrai clash, ce qui l'alimente, c'est la question d'ego, de compétition, la suprématie en mode « c'est moi le meilleur, c'est moi le boss de ce game ». Mais dans ce clash entre Drake et Kendrick Lamar, ça dépasse le simple clash de compétition. Parce qu'en vérité, il a affiché des questions bien plus larges, et notamment celle de l'identité et la perception que certains Afro-Américains peuvent attendre d'un artiste
qui se définit comme l'un des leurs, et plus précisément l'identité noire. Alors sur plusieurs tracks, parce que il n'y a pas eu qu'un seul morceau dans ce clash, il y a eu plusieurs tracks, mais la manière dont Kendrick Lamar a fédéré une forte adhésion avec ce titre He's Not Like Us, il n'est pas comme nous, c'est un symbole très très fort. Pourquoi Drake ne serait pas comme eux? Ok, Drake il est canadien, il a vécu au Canada, dans un environnement totalement opposé à ce qu'il nous montre dans ses clips, etc. Donc c'est de l'entertainment. Donc c'est du spectacle. On est loin de ces niggas à répétition dans ses morceaux, tel un afro-américain, etc. Mais en vérité, ça n'en est jamais caché. Donc Drake, dès le départ, il s'est affiché comme quelqu'un qui était d'origine juive. Et j'ai eu l'impression que même à l'époque, il se sentait beaucoup plus juif que noir. D'ailleurs, il le montre dans une interview, et on lui explique, on lui parle des origines par rapport à sa mère, et que les liens se font par rapport à la mère, etc. Yo, so let's talk about you being Jewish real quick. Let's do that. Because a lot of people think that, like, Asher's Jewish. Right. He's not. His dad's Jewish, he doesn't really identify. All loves to Jews, but he's not Jewish. Yeah. You, on the other hand... But he wasn't there, he didn't read his portion, first of all. You didn't have a bar mitzvah. Come on, are you serious? You had a... Hold on, ladies and gentlemen. Just tell... You don't understand how big you're about to be in the Jew world right now. You don't understand how big it is. Yo, First of all, I live in an all-Jewish area, so... Where? I went Where to is that? Forest Hill. Okay. I went to a predominantly Jewish school growing up. I definitely had a bar mitzvah in an Italian restaurant, mind you. My lord. Yeah. A nice Italian restaurant? A very nice Italian restaurant. The song of the night was Backstreet Boys' I Want It That Way. You are younger than me, my Yeah. friend. I forget about that. Yeah. And yeah, man, I was in there. I was in synagogue. I had my yarmulke on. Hebrew school, the whole nine? You did no Hebrew See, school? I cheated. I didn't really. So you just did that? No. Your I just parents, collected the money. your parents are nice. Yeah. So they let you do the bar mitzvah without having to do the fucking Hebrew school. Mm-hmm. So your mom's Jewish. My mother's Jewish, and you know we have great Jewish dinners like Rosh Hashanah and Yom Kippur. First text message you ever sent me. Good Shabbos. Yep, good Shabbos. He kept it real. Yep. Have you gotten approached yet by like the Jewish media yet? No, I haven't gotten approached by the Jewish media, but somebody today, who I won't mention, was like, you know how big you're gonna be? And I was like... Wait, was that me 5 minutes ago? I remember saying that. Somebody's like, you know how big you're gonna be? And he's like, this has never happened before. Alors il y en a d'autres qui vont me dire ouais mais il est quand même noir parce que son père est afro-américain. Et c'est vrai que quand on observe la carrière de Drake et au niveau de l'imagerie, on se rend compte qu'on va mettre énormément en avant ce père qu'il n'a pas connu, avec lequel il n'a pas grandi. Alors certainement pour être validé par la communauté afro-américaine, et ça a fonctionné, mais sauf que il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, à partir du moment où tu as du sang noir, tu es considéré comme un afro-américain. En gros, tu es considéré comme un noir, je veux dire. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire de métis. Tu es noir, point barre. Et c'est vrai que Drake, lui, il n'a pas vécu aux États-Unis, il n'a pas la même histoire que les afro-américains, il n'a pas subi la même oppression, la même lutte. Et d'ailleurs, il n'est pas connu pour être un grand défenseur de la communauté noire, ni connu pour prendre position pour la communauté noire. D'ailleurs, il a même porté plainte pour antisémitisme contre le morceau de Kendrick Lamar, chose assez inhabituelle de la part d'un noir. Drake accuse Kendrick Lamar et Universal Music Group d'antisémitisme à cause de ses paroles. Car même métis, je vous le redis, aux États-Unis, vous êtes juste noir. Et ce geste de Drake signifie qu'il n'est pas en accord avec l'identité afro. Finalement, ceux qui prennent ce clash comme prétexte pour dire que les Afro-Américains rejettent les autres noirs par jalousie ou racisme ne sont pas forcément dans le vrai concernant cette affaire. C'est sûr que ça doit exister, mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans cette affaire-là, c'est pas du tout le cas. Je vous le dis clairement. Donc, ceux qui ont toujours besoin de mettre sur la table ce genre de débat souffrent d'un logiciel qui tourne majoritairement dans le cerveau de certains noirs, et plus particulièrement ceux qui vivent en Europe. Mais dans ce podcast, je vais m'attarder sur celui qui tourne dans la tête de certains noirs qui vivent en France. Et je vais vous montrer quel est ce genre de logiciel. Donc non, Drake n'est pas victime de xénophobie. La vérité, c'est que dans son enchaînement de clash avec différents rappeurs, il y en avait qui étaient des afro-américains d'adoption, c'est-à-dire des américains, des noirs qui sont migrés et qui sont devenus américains. Ce sont des noirs américains ce sont des afro-américains d'adoption. Faut faire la part des choses et comprendre où je veux en venir. Et il va tomber, en fait, sur Kendrick Lamar. Et Kendrick Lamar, c'est le pur produit afro-américain. C'est le fils de Louis Farrakhan.
Louis Farrakhan, le suprémaciste noir de la nation de l'Islam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça signifie qu'il tombe sur l'afro-américain qui marche sur les pas de ses ancêtres. En vérité, Drake, contrairement à ce que les gens ont pu dire, il n'a pas été rejeté. Il n'a juste pas été soutenu par les Afro-Américains qui sont accrochés à leur histoire et plus particulièrement leur lutte. Les Afro-Américains qui ont mené une lutte acharnée pour obtenir leurs droits dans un pays qui les a opprimés pendant des siècles. Des Africains déportés et victimes d'un crime contre l'humanité qu'on appelle l'esclavage. Et c'est grâce à leur combat et le sacrifice de leurs ancêtres qu'aujourd'hui des Noirs, des Hispaniques, toute personne basanée peut venir aux États-Unis. Qu'aujourd'hui des acteurs noirs peuvent jouer à Hollywood, que des artistes noirs peuvent remplir des stades, que des noirs peuvent être médecins ou avocats, que des noirs peuvent rentrer dans des bus, dans des restaurants, qu'un artiste avec le teint de Drake a pu percer aux États-Unis. Et je vois déjà les gens qui vont me dire, oui mais mis à part ça, Drake a quand même participé à la culture, à populariser le rap. J'en ai entendu parler, il y a beaucoup de gens qui m'ont sorti cet argument. Et moi je vais vous dire, c'est totalement faux. Car de base, le rap est un patrimoine américain, un patrimoine des États-Unis. Toute classe sociale écoute du rap. Et tu peux trouver n'importe qui écoute du rap. C'est limite la variété française, le rap au State. Il n'y a pas de classe sociale, tout le monde l'écoute. Donc en fait, pour dire que Drake n'est pas arrivé tout seul dans ce game, on l'a accompagné, on l'a assisté. Il y a plusieurs Afro-Américains qui l'ont accompagné. Énormément d'acteurs l'ont accompagné, au même titre qu'un Eminem a été accompagné par Dr. Dre et différents acteurs. Et d'ailleurs, je prends l'exemple d'Eminem, qui est américain, et qui est le parfait exemple pour comprendre l'importance que les Afro-Américains apportent à la culture du rap, qui est la culture afro-américaine. Je le répète, parce que c'est important, parce que ça leur appartient. Et Eminem, qui a souvent été accusé d'être un voleur de culture, parce qu'on considère qu'il a fait dans l'appropriation, il a toujours accepté cette qualification de voleur de culture par respect pour l'histoire du rap et des Afro-Américains. Car contrairement à ce que des producteurs non noirs ont voulu nous sortir en essayant de réécrire l'histoire du rap, comme par exemple qu'il serait né dans le Bronx par des migrants noirs de différents horizons, c'est totalement faux. Le rap est né dans le sud des États-Unis, car sa base, elle est construite sur du gospel, du jazz, de la soul, du rock, et toutes ces musiques sont nées dans la souffrance noire à l'époque de l'esclavage et la ségrégation qui en a suivi après. Une culture qui a toujours été victime d'appropriation, puisqu'en vérité tout part d'eux. Brother Noah, my God's talking, said he would ride on a wind and tide. Well, after the foundation was laid, then Noah began to hew and build. The ringing of the hammer cried judgment, the hewing of the saw cried sin repent. 100 years he hammered and sawed, building the ark by the grace of God. When the ark was done, God's voice was heard. He said, now Noah, let me tell you what to do. Alors, petit aparté, je vous ai fait écouter ces petits extraits, et ceux qui ont l'oreille fine se rendent compte d'où est venue l'inspiration d'un Elvis Presley, et pour vous montrer encore une fois d'où vient le rap. Le rap a toujours été là, en fait, aux États-Unis. Et donc, le hip-hop que Kendrick Lamar défend est le patrimoine de cette culture. J'ai même été choqué d'entendre des chroniqueurs dire que le pseudo-rap de Drake est le rap du peuple, car celui de Kendrick est trop technique. Et je vous jure, je me suis tapé des barres. Et quand un Farrakhan te fait l'éloge de Kendrick et qu'il te parle de culture, il te fait comprendre que Kendrick est l'homme du peuple, mais pas le peuple tout court, le peuple afro-américain. Et c'est de la prose combat, les gars. C'est pas un jeu, c'est du sérieux. Quand je dis que c'est pas un jeu, c'est du sérieux, c'est que derrière, faut comprendre. C'est complètement, c'est deux mentalités totalement différentes qui sont en opposition, en fait. Ce sont deux idéologies qui sont en opposition. Kendrick Lamar set a new standard. He freed rappers to come on up. He's the boss. He's the boss. Now, when the rappers are free to say it like it is and say what they feel and teach their people through music and rap and song and dance,
The cultural revolution is on. Et quand quelqu'un qui n'a pas cet héritage reprend des codes sans les avoir, et c'est ce que Drake a fait, en pensant que mettre en avant son côté noir était un passe-droit qui pourrait le protéger. Il a fait une grosse erreur. Venir dans le jeu du clash sous fausse couverture, et comme je l'ai dit plus haut, il est rentré en guerre symboliquement avec un fils de Louis Farrakhan, un vrai héritier. Donc c'est bien plus qu'une question de couleur de peau, c'est une question d'héritage et d'état d'esprit. Chaque chose, je vous le redis encore, que les Afro-Américains ont bâti, ça a été fait dans la souffrance et le sacrifice de leurs ancêtres. Les Afro-Américains, dites-vous, ils vivent en mode ni pardon, ni oubli. Faut bien vous mettre ça dans votre tête. Donc Drake s'est juste fait rattraper par une réalité qui l'a dépassé. Et c'est certainement par un excès de confiance et un désintérêt de la culture afro-américaine, qui pour lui se résumait juste à du divertissement. Il est rentré dans ce jeu de clash avec plusieurs rappeurs alors qu'il était sous observation par d'autres. Et c'était certains suprémacistes. Et on voit qu'il est complètement déconnecté, car il porte plainte pour ses paroles. Drake accuse UMG d'avoir favorisé un discours antisémite contre lui à cause de cette phrase. Kendrick Lamar semble ici accuser Drake d'être un colonisateur dans l'industrie musicale, mais cette déclaration n'a pas été interprétée de la même manière par Drake. Dans sa plainte contre Universal Music Group, le rappeur canadien, dont la mère est juive, considère que les paroles de Kendrick Lamar font référence à son héritage juif. Il considère ces paroles antisémites. Donc là déjà, Drake voit de l'antisémitisme, alors qu'en vérité, Kendrick Lamar lui fait comprendre qu'il exploite la culture hip-hop, la culture afro-américaine depuis plusieurs années sous le déguisement de noir, en faisant abstraction de la jeunesse de celle-ci. Il s'approprie une culture juste par intérêt et finalement, en agissant de la sorte et en lui sortant l'histoire d'antisémitisme, en portant plainte, il donne raison à Kendrick Lamar. Parce que si Drake avait assimilé le concept d'être noir aux États-Unis, d'être un afro-américain, le côté noir aurait pris le dessus sur le côté juif. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous explique, il n'y a pas d'histoire de métissage. À partir du moment où il y a du sang noir qui coule dans tes veines, tu ne deviens plus autre chose qu'un afro, un noir. Ça, il faut bien comprendre le concept des afro-américains. Donc, non seulement il donne raison à Kendrick Lamar, mais il donne raison également à ces afro-américains qui voient en lui un hypocrite. Dans la vidéo de ce chroniqueur, pour appuyer ses dires et alimenter cette propagande que les Afro-Américains ont du mal avec les Noirs qui ne sont pas de chez eux, il va reprendre l'histoire de Burna Boy qui reprochait aux Afro-Américains de ne pas s'intéresser à leur culture africaine, à leurs racines. In America, they know where their grandparents came from in Italy before. They know the first person in their family to come to America to start that line that made them Italian American. They know. You understand what I'm saying? And same goes for everyone else except the African American. Mais ces personnes qui viennent de l'extérieur et qui ont besoin de donner des conseils aux Américains, ils oublient une chose très importante. Des choses très importantes. C'est que les Afro-Américains pensent avant tout à honorer leurs ancêtres et leur propre lutte. Leur combat, c'était pour leur survie, pour leur liberté, pas pour retrouver des racines qu'on leur a arrachées de force. Faut que les gens ils comprennent ça. Et ceux qui leur parlent de racines ne sont pas venus les délivrer. Et le comble, c'est que ce sont ceux qu'on présente comme des déracinés, limite qu'on considère comme des inférieurs ou des noirs pas totalement noirs parce qu'ils s'intéressent pas à leurs racines, mais qui en vérité ont libéré beaucoup de noirs par leur combat. Et l'Afro-Américain qui est perché sur sa sphère, il en est conscient. Le chroniqueur, il a également pris un autre exemple. Il a pris le passage où Samuel L. Jackson parle des acteurs noirs britanniques qui viennent voler leur place pour ensuite montrer que Idris Elba, il a tenu tête à Samuel L. Jackson dans une interview. Et certains voient ça comme un acte de bravoure de la part d'Idris. Alors qu'en vérité, le message ne se résumait pas juste à dire que les Afro-Américains ont peur de se faire déclasser par d'autres Noirs. Il faut rentrer dans le mindset de l'Afro-Américain, descendant d'esclaves, héritier de révolutionnaires, de combattants. Ça signifie, les Noirs de l'extérieur, vous êtes incapables de vous imposer chez vous comme on a pu le faire. Et vous êtes obligés de venir chez nous pour bénéficier du travail qu'on a fait, du sacrifice, de la mort des nôtres, car vous êtes trop lâches pour lutter à une époque où il ne peut rien vous arriver. Vous avez aucun ennemi si ce n'est votre état d'esprit de soumis. Normalement, quelqu'un de lucide, c'est comme ça qu'il doit interpréter le message de Samuel L. Jackson. Et quand Samuel L. Jackson critique le fait que ces acteurs noirs viennent prendre des rôles aux États-Unis, vous croyez que c'est parce qu'il a peur de leur talent ou être déclassé? Non. L'homme digne
est censé entendre. Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous imposer dans votre pays? Pourquoi devez-vous venir aux États-Unis pour exister? Pourquoi vous ne faites pas comme nous? Pourquoi vous ne vous imposez pas pour faciliter l'accès au vôtre? Et la réponse, elle est très simple. Parce que c'est tout simplement plus facile de profiter de la lutte des autres, des Afro-Américains, car en fait, ces gens-là sont lâches. C'est ça en vérité. Il serait impossible pour un acteur noir de percer dans le cinéma sans les Afro-Américains, sans le travail que les Afro-Américains ont fait, sans le sacrifice, sans les morts qu'il y a eu au niveau du côté des Afro-Américains. Pour ces Noirs qui veulent donner des leçons sur l'unité, je leur conseillerais dans un premier temps de regarder devant leur porte et prendre conscience qu'ils ont également bénéficié des fruits du combat de ces Afro-Américains. Le Noir qui a grandi en France dans les années 80 ne peut pas nier l'impact des Afro-Américains sur sa propre représentation. Avant eux, qui on aurait pu voir à la télé, au cinéma, dans la musique, qui nous a donné des modèles. Essayez de chercher qui vous avez vu comme noir à la télévision. Et on a tous ce besoin de s'identifier à des figures noires, fortes dans un monde dominé par une culture blanche. Et ça, c'est totalement naturel. Et cet héritage, nous le devons aux Afro-Américains, qui ont toujours eu pour objectif d'exceller dans chaque domaine pour représenter les leurs et honorer leurs ancêtres. Et ça, je l'ai vu à travers beaucoup de documentaires, des films, que ça soit dans un match de boxe ou dans de l'athlétisme, peu importe, à chaque fois qu'un Afro-Américain faisait quelque chose, il essayait d'exceller le plus possible pour rendre fiers les siens. C'est incroyable. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, ça m'a toujours fasciné de le voir. Regardez bien, observez. Quand un Noir, un Afro-Américain menait un combat, il le menait pour tous les Noirs de son pays, tous les Afro-Américains comme lui. Alors on parle d'un peuple, les amis, qui ont transformé une oppression en force, qui ont créé leur propre économie, qui ont imposé le respect même en étant confrontés encore à la discrimination, en pleine période de ségrégation, d'apartheid, lynchés, massacrés. Mais vous imaginez le courage qu'ils ont eu, la détermination qu'ils ont eue. Et nous, en 2025, qu'est-ce qu'on représente? Que ça soit des Noirs ou des Maghrébins. Dans le cinéma français, on a toujours les mêmes rôles de banlieusards, de clowns, de voyous sous la production de producteurs comme Franck Gastambide et ses consorts. Vous pensez honnêtement, vous pensez réellement que sans les Afro-Américains, vous auriez pu voir des Noirs ou des personnes basanées dans votre écran au bout de combien d'années? Au bout de combien d'années? C'est pour ça que je vous dis que les gens se rendent pas compte, mais plutôt que de partir dans des débats, oui, les Afro-Américains, ceci, cela, n'aiment pas les autres. Non, il faudrait déjà comprendre leur mindset pour pouvoir s'exprimer, pour s'exprimer sur le sujet. Moi, par exemple, quand j'étais gosse, je regardais le Cosby Show pour voir des personnes qui me ressemblent à la télé. Et ce même Cosby Show va emmener Notre Famille d'abord, la série Notre Famille d'abord, pour d'autres générations. Et quand j'ai compris l'objectif de Bill Cosby à travers un documentaire, avec cette série qu'il a sortie, le Cosby Show, qui au départ était boycotté par l'industrie, en fait, Bill Cosby souhaitait mettre fin à l'image du noir criminel. Il voulait montrer que les noirs pouvaient être d'un standing beaucoup plus élevé, d'où le rôle de Cliff Extable, je crois que c'est comme ça, hein, où il jouait le rôle d'un médecin, que sa femme, elle était avocate, qu'ils étaient une famille unie, entourée d'enfants qui travaillent à l'école, etc. Et donc, croyez-moi, l'image et surtout le message qu'il projette à travers cette série, c'est exporté au-delà des États-Unis. And that's some awful history to teach. Now, if you want to look history right straight in the eye, you're going to get a black eye. Because it isn't important whether a few black heroes got lost or stolen or strayed in America's history textbooks. What's important is why they got left out. Now, this country has got a psychological history. There was a master race, there was a slave race. And though there isn't any political slavery anymore, those same old attitudes have hung around. Way that all of the black people can ever really get together as well as all of the white people can get together and go down and kill so forth and so on. Ain't no way. I think it's the silliest thing in the world for somebody to get riled up because two black men show up with a gun and we're going to kill everybody. That's some kind of fantasy that you've laid out that you know in your heart it ain't going to exist. You tell me and prove to me that black people are violent and that they're going to take over, and I can open up the New York Daily News and show you white people who are killing their daughters, their husbands, their wives, their children, killing each other off. Well, if we put that in the paper and make it black and white,
which is where the whole thing happens. It's in the paper. If a black man does something, it says, John Jones, black this, said black, 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 and did the black, black. Now, if a white man does it, it isn't white man Jones, it's just a man. Il y a moins de 100 ans, les amis, des Noirs se faisaient encore lyncher aux États-Unis. Et les Noirs extérieurs aux États-Unis, qui veulent leur donner des leçons de dignité, qui les traitent de Noirs déracinés ou de xénophobes, ne parleraient pas de rêve américain et n'auraient même pas posé un pied dans les années 30. Ils n'auraient même pas pu rêver de la réussite qu'ils connaissent aujourd'hui sans le sacrifice des Afro-Américains. Ces artistes qui miment leurs attitudes, leur lifestyle, leur bling-bling, ce sont des pures contrefaçons de ces Afro-Américains. Alors bien entendu, je dis pas que c'est exceptionnel ce qu'ils font, les bling-bling, tout ça, j'en ai rien à cirer. Mais je vais vous dire, là, toutes ces célébrités qui viennent, qui te disent « ouais, intéressez-vous », en fait, ils ne font qu'imiter les Afro-Américains. Et donc, je le redis, les Afro-Américains qui se faisaient lyncher il y a moins de 100 ans, écoutez bien, ont su s'imposer dans différents domaines en créant une économie, leur propre cinéma, et en France, des Noirs, des Maghrébins, sont en train de pleurer encore quand on leur interdit d'entrer dans des boîtes de nuit ou dans des restaurants. On peut pas juste dire quand il y a un conflit entre des Afro-Américains et des Noirs de l'extérieur qui sont xénophobes. C'est un raisonnement beaucoup trop simpliste et je le redis encore, il faut comprendre leur mindset. Et il faut aussi avoir un logiciel d'insoumis pour comprendre les messages qu'ils peuvent balancer. Parce que si t'as un logiciel de soumis, tu vas toujours balancer ton délire de victimisation, toujours être dans ce délire victimaire. Donc retenez bien ça. Le combat des Afro-Américains ne s'arrête pas juste aux États-Unis. Les Noirs dans le monde, inconsciemment, ont bénéficié de leur combat, comme j'ai pu l'expliquer avec l'exemple de Bill Cosby, du Cosby Show. Donc, continuer à débattre sur l'amour des Afro-Américains envers les autres Noirs, il y a beaucoup plus important à retenir dans leur attitude. Les donneurs de leçons, pour moi, n'ont même pas encore compris comment s'aimer eux-mêmes et se faire respecter chez eux. Quand tu entends certains qui te disent qu'ils savent d'où ils viennent, moi je sais d'où je viens. On a l'impression des fois quand on entend les mecs dire ça, que ce sont des warriors, des révolutionnaires. Ceux qui te disent ça en vérité sont souvent incapables de dénoncer des injustices qui touchent leurs semblables. Et ça je l'ai constaté dans l'affaire de Marvel Fitness. Un noir avec un casier vierge, sans aucune condamnation judiciaire, se retrouve privé de sa liberté, emprisonné pour des clashs sur des réseaux sociaux, juste pour apporter satisfaction à une caste de bourgeois qui voulait juste humilier, rabaisser un noir qui leur tenait tête. Et bien évidemment, tout ça, je leur ai dit, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, avec la complicité de l'État français. Et les mêmes qui veulent donner des conseils d'unité aux Afro-Américains sont les mêmes qui, à cette période-là, faisaient des lives privés en compagnie d'une fausse ambassadrice noire qui, à l'ancienne, te disait qu'elle se sentait beaucoup plus marocaine que camerounaise, pour du jour au lendemain jouer la carte de la pro-noire pour gagner en popularité, et ça fonctionne toujours. Hein. Ces personnes arrivent à berner toujours la communauté noire. Et tout de suite après, les gens l'ont érigée en tant qu'ambassadrice de la communauté noire. Non mais ça c'est incroyable. Et donc à l'époque, on avait mandaté cette personne pour soutenir médiatiquement le frère Marvel, et finalement, elle l'a trahi pour préserver ses intérêts. Donc vos disques, les disquettes là de Renoir fiers, allez vendre ça au plus faible d'esprit. Si, comme vous le prétendez, vous savez d'où vous venez, réellement, regardez le respect qu'on accorde à votre communauté. Demandez-vous pourquoi une bavure sur un Afro-Américain fait plus de bruit en France, il s'exporte en France, plus qu'une bavure qui est faite sur un Noir ou un Maghrébin en France. Posez-vous la question. Et pourquoi les discours négrophobes, jusqu'à aujourd'hui, sont autant banalisés en France? Et à la différence des autres, moi je vais vous dire, c'est quoi la différence? C'est que les Afro-Américains ont compris une chose essentielle. Sans lutte, il n'y a pas de respect. Et cette lutte fait partie de leur ADN. Ils ont obtenu des droits qu'ils ont fait accompagner avec des lois. Chez eux, un négrophobe ne peut pas faire sa fortune sur la souffrance noire. Et vous savez que si aujourd'hui, je vous donne des exemples par rapport à tous les combats depuis tout à l'heure, les combats que les Noirs les Afro-Américains ont fait, et qui ont bénéficié à beaucoup de gens. Et je vous donne encore un autre exemple. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui, tu as des musulmans qui peuvent faire la prière dans les rues de New York, dehors? C'est parce que la nation de l'islam, le parti pro-noir qu'on considère sectaire, s'est battu pour les droits des musulmans. Et comme ils se sont battus pour les droits des musulmans noirs, ils se sont battus également pour tous les musulmans qui sont venus aux États-Unis. Ils ont réussi, grâce à ce qu'ils ont fait dans les années 60, la nation de l'islam, les Afro-Américains, à faire passer des lois contre toute discrimination envers les musulmans. Et ce genre de combat
a été fait sur une terre où on pouvait tuer un homme noir sans être inquiété par la justice. Donc une fois de plus, sans le sacrifice, la lutte, la mort d'Afro-Américains qui se sont battus pour ces droits et l'obtention des lois, les migrants qui sont venus après, que ce soit des migrants noirs, des migrants hispaniques, des migrants arabes, des basanés, tout ce que vous voulez qui sont arrivés aux États-Unis dans les années 60, ils n'auraient jamais pu y mettre les pieds si ces Afro-Américains n'avaient pas fait le travail. Et les Afro-Américains leur ont tracé un chemin avec beaucoup moins d'embûches. Donc le hip-hop, le cinéma, la culture que vous chroniquez, que vous consommez, est le fruit de leur lutte, de leur combat. Ce qu'ils ont construit, ce sont les armes qu'ils ont utilisées pour s'imposer. Et trop de personnes minimisent leur combat. Personne n'a de leçon à donner à des Afro-Américains en termes d'unité ou de dignité. Tout n'est pas parfait chez eux, mais ils sont bien plus en avance que ceux qui prétendent savoir d'où ils viennent. Et vous savez d'où vous venez, et pourtant vos contenus ne mettent pas en avant votre univers, mais celui de ceux que vous considérez comme déracinés. Et ça, c'est un échec cuisant en fait. Pourquoi ? Parce que vous êtes dépendant d'eux. Vous êtes dépendant de la représentation, de ces Afro-Américains. Parce que tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils brillent beaucoup plus que vous. Donc leur représentation est plus puissante que la vôtre. Donc j'espère que sous cet angle, à travers ce message, je serai mieux compris. Là, j'espère que les gens qui n'ont pas compris mon message écrit comprendront ce que j'ai voulu expliquer. Parce que je le redis encore, je sais pas si vous imaginez les amis, mais nous, en France, on est dans une situation tranquille. On est loin d'avoir vécu le calvaire des Afro-Américains, à part les frères des Caraïbes qui ont souffert énormément. Ça, c'est vrai parce que c'est à peu près le même parcours, grosse force à eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, les Noirs de France, tout confondu, et les Maghrébins, toutes les personnes qui sont sur le territoire français, aujourd'hui, quand ils se plaignent de certaines choses, de vivre de discrimination, pourtant, ils n'ont pas eu les mêmes obstacles que les Afro-Américains. Je crois qu'il n'y a pas un peuple qui a autant souffert sur la terre sur laquelle elle vit, quand je parle de souffrance par rapport aux droits et par rapport à tout ce qu'ils ont subi. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt, je clôture ce chapitre. J'espère revenir très prochainement pour une vidéo analyse. Je vous dis, prenez soin de vos parents, grosse force à vous, peace.